sans plus attendre, eh bien, je vais appeler les participants à notre première table ronde à me rejoindre. Je veux parler de Marcel Grignard. Il est président du think tank Confrontation Europe et ancien trésorier confédéral de la CFDT. Robin Rivaton est économiste et auteur de Relancer notre industrie par les robots, ce qui vient d'être publié. Max Blanchet est senior partner du cabinet Roland Berger. Il est spécialiste de l'industrie 4.0 à laquelle on faisait allusion il y a un instant. Et enfin, Sylvie Bernard-Grandjean, elle est CFO et directeur du développement international du groupe Redex. Voilà, merci à tous d'être avec nous. Alors on va commencer avec vous, Max Blanchet. D'abord parce qu'on sait tout le respect qu'il faut manifester au Conseil. Donc voilà, Roland Berger, on s'incline respectueusement. Vous êtes parmi les très grands spécialistes de la question. Alors j'ajoute pour ceux d'entre vous qui auraient lu le Figaro ce matin qu'il y en a partout. C'est votre boss, si je puis dire, hein, qui pour la première fois d'ailleurs est un Français, le patron de Roland Berger, cabinet comme on sait créé en Allemagne, cabinet allemand. C'est un Français qui est maintenant le patron de Roland Berger, qui s'appelle Charles-Édouard Bouet. Et il vient de publier chez Grasset un bouquin qui s'appelle justement Confucius et les automates, et qui évoque largement tout ça. Et pour ceux qui auraient jeté un coup d'œil sur le Figaro ce matin, il y a un papier sur lui et sur le bouquin qui s'appelle Robocop et je ne sais pas quoi. Donc voilà, je donne la parole à Robocop par délégation. Donc la question de l'industrie 4.0, de sa concurrence avec l'industrie 3.0, tout ça a été évoqué évidemment à l'instant par Frédéric. Je le rappelle, vous avez été en charge de la rédaction d'un rapport intitulé L'industrie 4.0, les leviers de la transformation, donc qui a été réalisé pour le Gimélec, la DG6 et le CIMOP, le syndicat des machines et technologies de production. Je crois que vous avez des conclusions qui sont assez marquantes. On en a parlé en préparant cette réunion. Avec, j'allais dire, un questionnement plus général que je vous adresse pour lancer le débat de manière un peu provocante peut-être. Le robot est-il l'ennemi de l'emploi? Vieille problématique, depuis les Ludites, depuis Adam Opel qui a vu sa machine à coudre balancée au rein ou aux mains, je ne me rappelle plus. C'est pas d'hier. Que dit Roland Berger aujourd'hui sur ce sujet? L'opérateur survivra-t-il au robot? Tout à fait. Bien, écoutez, pour effectivement rentrer dans le sujet... Ah, j'y vais franco, voilà. Je vais y aller franco aussi. Je voudrais partager avec vous donc, une des analyses qu'on a pu réaliser lors de cette étude, justement, on a travaillé en collaboration avec le Gimélec, le CIMOB, dans le cadre du plan 34. Et peut-être, on va commencer par quelques chiffres. Voilà. Eh bien, vous avez une petite analyse ici, vous voyez, avec différents pays européens, et alors qui compare en fait le taux de robotisation dans l'industrie de ces différents pays avec la croissance de la valeur ajoutée industrielle. Alors c'est la valeur ajoutée, c'est pas l'emploi ou non, alors je vais venir à l'emploi. D'accord. Sur la valeur ajoutée. Donc premier constat, vous voyez que alors sur l'axe des X, pour être précis, donc c'est le nombre de robots dans l'industrie pour 10 000 employés. Et donc, plus vous êtes à droite, évidemment, plus il y a de robots dans l'industrie du pays, donc l'industrie prise au sens large. Et donc, et en l'axe des Y, donc, c'est le taux de croissance sur les dernières années de la valeur ajoutée industrielle. Donc, je rappelle que la valeur ajoutée industrielle, c'est en gros, c'est les emplois dans le pays, et plus les dépréciations et également le profit. Donc, vous voyez en fait avec cette corrélation qui est tombée comme ça, absolument naturellement, que plus une industrie est robotisée, eh bien, plus ça lui permet de croître et de développer sa valeur ajoutée. Alors, pardon, je vous interromps brièvement parce que je ne suis pas un spécialiste, mais je crois comprendre que la concomitance et la causalité, ce n'est pas toujours pareil. Non, et puis d'autre part que la causalité, elle peut être dans les deux sens. Donc je pourrais vous dire, mais il y a plein de valeurs ajoutées, donc ils peuvent se permettre de se payer des robots. On peut le voir comme ça, mais cependant, après, quand on regarde, deuxième élément, premier constat déjà, entre la France, par exemple, et l'Allemagne, sur ce petit graphique, on voit un écart de taux de robotisation de 50%. C'est-à-dire que pour la plupart des secteurs, l'Allemagne a beaucoup plus de taux de robotisation que la France. En France, on a environ 34 000 robots dans l'industrie et en Allemagne, il y en a environ 160 000. Alors, il y a un effet de mix de secteurs parce que l'industrie automobile est très puissante en Allemagne et consomme beaucoup plus de robots. Donc, en valeur absolue, il y a beaucoup plus de robots en Allemagne qu'en France. Mais quand on ramène à 10 000 employés et qu'on regarde secteur par secteur, eh bien, on se rend compte que
Hormis l'automobile en France, où on est à peu près à le même taux de robotisation, parce que cette industrie est extrêmement compétitive et doit s'aligner sur les meilleures pratiques mondiales. La plupart des autres secteurs, notamment donc l'agroalimentaire, la fabrication de machines, de pièces, etc., accusent des retards en termes de taux de robotisation de l'ordre de 30 à 50%. Ce qui fait qu'en moyenne, notre pays est moins automatisé pour la plupart des secteurs, d'environ 50% par rapport à l'Allemagne, et puis également des chiffres significatifs par rapport à l'Italie. Alors maintenant, si je ramène ça à l'emploi, en fait, eh bien, force est de constater que en France, dans l'industrie, avec notre taux de robotisation et notre valeur ajoutée, nous avons aujourd'hui 3 millions d'emplois dans l'industrie et il s'en détruit 600 000 tous les 10 ans depuis 30 ans. Donc tous les 10 ans, il y a 6 à 800 000 emplois. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est-à-dire que la conjoncture soit bonne ou pas bonne, on détruit de l'emploi industriel. On détruit de l'emploi industriel, donc c'est environ 6 à 800 000 emplois tous les 10 ans depuis 30 ans. Quoi. Ça ne s'est rien changé. Et tandis qu'on a 3 millions d'emplois, et en Allemagne, qui a pour autant 10 fois plus de robots que nous, il y a 6 millions d'emplois dans l'industrie. Donc finalement, plus il y a de robots gérés dans le pays, finalement, plus il y a également d'emplois également dans le pays. Alors bon, voilà, c'est un petit peu quelques chiffres pour ouvrir le débat dans le sujet, et que effectivement, le fait de dire que les robots finalement remplacent les emplois n'est pas du tout évident. En réalité, le fond du sujet, c'est lié à la modernisation de l'outil de production. Quand on regarde, et on a regardé en détail en France, notamment ce qui s'est passé sur 10 années, on voit une obsolescence croissante de notre outil de production. Pourquoi est-ce qu'il y a une obsolescence croissante de notre outil de production qui a vieilli d'un âge moyen de 17 ans à 19 ans d'âge en moyenne? Donc nos machines en moyenne dans l'industrie française ont à peu près 19 ans d'âge. Ça a été confirmé par une enquête qu'on a faite auprès de 800 PME qui confirme ce point. Eh bien, c'est parce qu'on n'investit plus. Et en effet, quand on regarde l'investissement en France, eh bien, l'industrie française investit moins que ce qu'elle ne déprécie. Donc, ce qui conduit à une obsolescence de l'âge moyen. Et pour donner encore quelques chiffres, eh bien, on a moins de machines récentes, des machines de moins de 15 ans, dans le parc aujourd'hui qu'on en avait il y a 10 ans. Tandis que l'Allemagne a modernisé son parc en rajoutant environ 100 000 machines de plus en Allemagne pour moderniser donc son outil de production. Et il est clair, et je ne vais pas montrer là, que plus on modernise son outil de production, plus on arrive à s'en sortir, à être compétitif, à créer de la richesse. Alors etc. justement, voilà. Jusqu'où quand même, c'est la question que j'aurais vous poser, Max Blanchet, parce que la question c'est est-ce qu'au bout d'un moment ça ne détruit pas de l'emploi? Ça peut en créer dans un premier temps, en préserver dans un premier temps. Est-ce qu'au bout d'un moment, l'usine du futur, elle n'est pas à ce point équipée en robots qu'il n'y a juste plus besoin de personnes à l'intérieur en termes d'êtres humains? Et puis, question corollaire, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, beaucoup de gens ici évidemment sont familiers de cette problématique, mais peut-être ça vaut le coup que vous l'éclaircissiez de nouveau pour tout le monde. L'industrie 4.0, l'industrie 3.0, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a vraiment une vision différente de ce point de vue-là entre la France et l'Allemagne, vous qui connaissez bien les deux pays, les visions? Pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure Frédéric. Je pense qu'effectivement, que ça s'appelle Industrie 4.0, que ça s'appelle Usine du futur en France, que ça s'appelle Smart ou Advanced Manufacturing aux États-Unis, donc que ça s'appelle aussi en Chine également, ils ont une initiative 4.0, on parle à peu près de la même chose. Cependant, c'est vrai que les usines du futur sont toutes différentes suivant les secteurs et les besoins. Bon, mais en quelque part, on parle exactement de la même chose. On parle de quoi en réalité? On parle effectivement de créer plus de valeur, en fait, valeur ajoutée par un système productif qui soit plus flexible, qui permette davantage de personnalisation, qui soit essentiellement plus proche des clients et qui soit également plus efficace et en termes de productivité. Alors, il est vrai que dans les solutions liées à l'industrie 4.0, eh bien, il y a une bonne partie qui est liée à l'automatisation. En l'occurrence, par exemple, il y a des enjeux dans certaines industries, je prends l'aérospace par exemple, l'aéronautique, ce serait assez intéressant d'avoir des usines qui fonctionnent 24 heures sur 24 avec des employés qui sont seulement 8 heures par jour de la journée pour s'occuper des machines, mais les usines peuvent continuer à travailler la nuit pour faire un certain nombre de choses. Ça améliorerait l'efficacité ça amortit le capital, ça optimise... Ça amortit le capital. Parce qu'il faut bien constater aussi, également par rapport au coût du travail et à la sensibilité par rapport au coût du travail, c'est que aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, aujourd'hui, dans le monde, il y a autant de valeur ajoutée qui est faite dans les pays à coût élevé que de valeur ajoutée qui est faite dans les pays à coût du travail très faible. 50-50 à peu près. Alors qu'il y a 30 ans, c'était 90% de l'industrie était faite dans les grands pays industriels et 10% ou 20% dans les pays émergents. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on va fabriquer quelque chose en France, par exemple. Il faut fabriquer des choses à forte valeur ajoutée. Car sinon, si on est trop sensible en termes de coût du travail sur le produit que l'on veut fabriquer,
eh bien, on va immédiatement être en concurrence avec des pays qui ont un coût de travail moins élevé, qui favorisent l'investissement, etc. Mais justement, la question, c'est est-ce qu'on pousse cette logique absolument irréfutable jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où il n'y a plus un seul bonhomme dans l'usine? Pardon, je repose ma question. Alors, effectivement, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Dans certaines usines qui ont beaucoup de personnel pour faire des tâches d'assemblage, si effectivement elles vont être un jour automatisées, remplacées, il y aura moins de personnes. Mais si on arrive à garder l'usine donc sur notre pays, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est garder des actifs industriels sur notre pays, peut-être avec moins de personnes pour fabriquer opérationnellement dans l'usine. Cependant, il faut savoir que s'il y a moins de personnes en direct dans l'usine, il y aura tout un tas de personnes au niveau des services associés, de la maintenance, de tous les services connexes et en amont, en aval de la chaîne de valeur avec les fournisseurs. Donc au total, on va préserver un nombre d'emplois qui est bien supérieur à celui qu'on préserverait si l'usine était fermée, était délocalisée. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir l'automatisation, par exemple, la machine à laver, à automatiser le lavage. Et avant, on était au lavoir, c'était beaucoup plus manuel, intensif. On ne se pose plus la question. C'est comme dans l'agriculture. Avant, il fallait 30 personnes pour une ferme. Aujourd'hui, il y aurait sans doute une loi pour interdire la fermeture des lavoirs au nom du lieu de convivialité que ça constitue incontestablement, d'ailleurs. On ne se pose plus la question. Donc, quelque part, ce débat de progrès, de productivité est une tendance donc, liée au progrès humain, qui n'a rien à voir finalement avec l'industrie, qui se passe dans tous les domaines et qui va se passer également en dehors de la France. Donc si nous, on ne capte pas notre valeur. Voilà. Bien compris, je crois. On reviendra avec vous dans un instant, évidemment, pour poursuivre le débat. Robin Rivaton, je vous donne maintenant la parole. Alors vous êtes, j'allais dire, l'économiste de notre petite bande, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous avez d'ailleurs, vous-même, comme Max Blanchet, été consultant en stratégie dans une vie antérieure. On se demande à quel âge vous avez commencé votre vie antérieure, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'air totalement cacochime. Donc, vous êtes également le conseiller du président d'une grande entreprise qu'on ne nommera pas. Puis vous êtes l'auteur de notes, de chroniques qui semblent un peu faites pour illustrer nos débats du jour. C'est ça, entre autres, qui nous a donné envie de vous avoir avec nous sur ce plateau. Je cite en particulier « Relancer notre industrie par les robots » en 2013. Ça, c'était une note, je crois. Et puis, un papier dans l'Obs qui a pas mal fait parler, qui s'appelait « Un robot m'a piqué mon boulot ». Donc là, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. « Un robot m'a piqué mon boulot ». Il y avait aussi une tribune assez alarmiste dans le Figaro. « Les robots arrivent », point d'exclamation. On est tout près des Chinois à Paris, là. Alors, est-ce que vous avez vu le graphique que nous a montré il y a un instant Max Blanchet? Comment vous réagissez à ce graphique, à ce qu'il a dit? Est-ce que dans le fond, vous validez en tant qu'économiste l'idée que pour que les usines soient compétitives, il faut qu'elles se vident de leurs hommes? J'allais dire jusqu'où? Juste, si je peux me permettre un tout petit propos liminaire, juste pour bien expliquer qu'on parle aujourd'hui des usines et qu'aujourd'hui le grand débat, le fantasme qui est alimenté sur l'automatisation, la destruction des emplois, se situe beaucoup sur le secteur des services. Et donc on appelle aujourd'hui robot tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que Office Word aurait pu être appelé un robot à l'époque puisque ça remplaçait la machine à écrire. Donc aujourd'hui on a des robots trading, on a des robots de tout, le moindre logiciel qui fait de l'automatisation un tant soit peu est devenu un robot. Et donc vraiment je pense qu'il faut essayer de reprendre. Qui est important. Il y a un vrai problème sémantique. Il faut distinguer le robot de quoi? De l'automate, de la machine? Essayons de revenir à la définition initiale du robot qui était au moins un objet qui a une interaction physique avec son environnement, au moins dans ce cadre-là. Et je pense que nos débats seront centrés aujourd'hui là-dessus. Et je pense que c'est important parce que tout le fantasme qui est alimenté aujourd'hui se situe beaucoup sur le plan des services. Donc pour revenir avec un robot un peu plus centré, d'une définition plus centrée. Effectivement, ce qu'on a montré là, c'est typiquement vrai. Il n'y a que le cas de l'Italie et qui s'explique parce qu'on l'a pas évoqué, mais c'est vrai que l'Italie, elle a un taux de robotisation par 10 000 employés qui est assez élevé puisqu'il est au-delà de 120 si je fais pas d'erreur et qui a une faible production. Plus proche du niveau allemand que du niveau français, bien mais sûr. Ce qu'on n'a pas mis, c'est la qualité des robots. Le parc italien de robots est plutôt ancien. C'est des robots qui sont de moindre qualité que les robots allemands et donc forcément ça joue aussi. Et là, c'est vraiment c'est un point de vue quantitatif. Il y a un élément qualitatif à rajouter aussi dans l'équation. Si effectivement on se concentre là-dessus, aujourd'hui la robotisation industrielle en France ne détruit pas d'emplois et n'en détruira pas. Ce n'était pas vrai il y a 30 ans. Et c'est pour ça que la première vague de robotisation qui est arrivée en 1970 en France dans les usines automobiles, qui sont aujourd'hui assez robotisées, a détruit de l'emploi, ce qui a beaucoup crispé d'ailleurs. Ça a beaucoup crispé les syndicats. Ça a détruit de l'emploi avec un effet retard, on a l'impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les destructions d'emplois dans l'automobile, elles sont entre il y a 15 ans et aujourd'hui, alors que l'équipement en robot, il date plutôt d'il y a 20 ou 30 ans, comme vous le disiez. Alors cet écartant en France, on l'appelle le code du travail, qui vous permet de mettre en place entre ce que vous mettez en place dans un moment et la concrétisation dans l'emploi. En général, en France, il y a un temps de latence qui se traduit par cette muraille de Chine qui est le code du travail. Mais on en revenir à cette robotisation qui a détruit de l'emploi dans le passé, qui aujourd'hui n'en détruira pas. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est-à-dire que la robotisation dans l'industrie française, c'est une nécessité pour conserver des sites industriels en France.
On l'a bien vu, il y a un grand nombre de sites qui sont partis à l'étranger. Il y a eu effectivement entre 600, 700, 800, 900, les chiffres varient, mais par décennie, 1000 emplois industriels en moins chaque décennie dans ce pays. On peut continuer à le faire et puis arriver à 1 million d'emplois industriels. Donc la vraie idée, c'est de maintenir des sites industriels en France. Et ça passe par la robotisation. Ça passe par la robotisation pour 2 raisons. C'est que les pays émergents, qui autrefois luttaient sur le coût du travail, sont en train de robotiser massivement. Cette année, la Chine aura installé 37 000 robots industriels. Pour rappel, le parc français qu'on a vu, c'est 34 000. Donc c'est-à-dire que la Chine s'équipe en un an de tout le parc fixé en France. Parc français, avec du robot de bien meilleure qualité, puisqu'on a des robots, nous, qui ont 11-12 ans d'âge moyen, donc qui sont relativement âgés. Donc un parc tout neuf qui arrive en Chine. La Thaïlande qui est en train de devenir un hub manufacturier pour l'industrie automobile dans l'Asie du Sud-Est, est en train de robotiser massivement ses usines automobiles, sous l'impulsion, parce que c'est des constructeurs japonais qui arrivent, et hop, on met en place des sites industriels de très grande qualité. Le Royaume-Uni, dont vous voyez qu'il laguait au fond des profondeurs, les dernières usines automobiles du Royaume-Uni qui permettent le renouveau de l'industrie automobile anglaise, elles sont robotisées, elles sont sous l'influence des Japonais, c'est des usines japonaises qui sont très robotisées. Donc la vraie question, c'est qu'aujourd'hui... Pardon, au passage, mais chaque fois que vous finissez une phrase, vous dites c'est les Japonais qui font en Thaïlande, c'est les Japonais qui font c'est 2 pays dans lesquels les industriels japonais sont bien placés. Donc, oui. Et ils ont un savoir-faire... Ils sont pas mauvais sur les robots. Et ils sont pas mauvais sur les robots, et sur l'automobile non plus que pas mauvais pour le coup, puisque les industriels de l'automobile japonais ont des laboratoires intégrés d'installateurs de robots qui vont parfois même sous-traiter des missions à l'étranger pour d'autres industries. Donc ça vous montre le degré d'avancement des fabricants japonais en la matière. Mais il n'y a pas que les Japonais, mais c'était un exemple. Donc on a ce vrai problème-là. C'est qu'aujourd'hui on a une concurrence géographique qui fait que si nous on ne le fait pas en France, il y a d'autres pays qui sont en train de robotiser et les productions vont naturellement se diriger dans ces autres pays. Et c'est un vrai sujet. Le deuxième point, c'est que la robotisation est en train de s'élargir de secteur. Au départ, on avait une robotisation qui a commencé dans l'industrie automobile, effectivement. Elle a touché la métallurgie, elle a touché la plasturgie, elle a touché différents secteurs. Demain, la robotisation, elle va se situer dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans la parfumerie et peut-être dans l'aéronautique. Juste pour vous dire, ces 3-4 secteurs, ce sont les 4-5 grands secteurs de la balance commerciale française qui sont encore à peu près dans le vert. Donc si on veut continuer à rater un virage qui est en train de se passer dans ces industries-là, de le laisser à d'autres, on va le payer assez rapidement. J'ai un exemple, moi, qui est malheureusement d'actualité et qui est assez triste, c'est les abattoirs français. On a eu un phénomène qui a détruit une grande partie des abattoirs français en Bretagne. Et on a mis ça sur le dos des abattoirs allemands qui avaient une main-d'œuvre très peu chère, puisqu'ils faisaient travailler, ils étaient en esclavage des ouvriers de l'Est de l'Europe. C'est ça. Les méchants Allemands. En fait, ce qui s'avère, c'est que dans l'industrie agroalimentaire allemande, il y a 3 fois plus de robots par employé que dans l'industrie agroalimentaire française. Et donc, tout de suite, on voit aussi le levier de compétitivité, le levier d'efficacité économique que c'est pour cette industrie-là. Et on comprend très rapidement qu'à la fois en termes de compétitivité, de productivité, mais aussi en termes de qualité. Sur l'industrie agroalimentaire, une des phases les plus importantes, c'est l'emballage. Or, un robot, désolé, fait moins d'erreurs sur l'emballage qu'un opérateur humain. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, si on veut aussi laisser partir ces industries qui sont aujourd'hui plutôt situées en France, qui sont aujourd'hui plutôt marchent bien en France, et si on veut, qui font notre balance extérieure, qui font clairement notre balance. Qui limite notre déficit, notre déficit de 60 à 120 milliards de déficit par an. Effectivement, on peut espérer robotiser pour éviter ça. Je vous interromps, Robin, parce que tout ça est passionnant, très probant, mais vous avez commencé par nous dire que ça ne va pas détruire de l'emploi, et là vous êtes en train de nous dire qu'il faut absolument d'urgence mettre des robots partout qui vont d'ailleurs étiqueter mieux que les opérateurs, etc. Mais qu'est-ce qui va rester comme emploi industriel alors Alors, le robot peut se substituer à un emploi industriel. C'est pas pour autant qu'il ne crée pas un emploi annexe à côté de lui. Et donc pas dans l'usine. Si, dans l'usine aussi. D'accord. Dans l'usine aussi. Et par contre, il y a vraiment des possibilités qui font que sur plein d'endroits, le robot est moins bon que l'opérateur humain. Sur plein d'endroits, le robot est meilleur que l'opérateur humain. Donc, il y a une complémentarité à créer, il y a une complémentarité à imaginer. Mais ça passe par une chose, une plus grande flexibilité de l'emploi, au moins pour requalifier les emplois. Imaginez que pour avoir visité certaines usines où on installe un robot, mais on ne peut pas modifier après la fiche de poste de l'opérateur. Imaginez que le robot ne sert à rien. L'opérateur n'a pas été monté en compétence, n'a pas vu changer son poste, et donc ils sont tous les deux en concurrence sur la même production.
Et c'est une catastrophe. Donc d'un point de vue ça sert à rien. économique, c'est évidemment ce qui se fait de pire, c'est-à-dire qu'on a ajouté du capital et du travail au lieu de remplacer du travail par du capital, ce qui est la seule manière de progresser. Exactement, et en baissant le rendement pour l'entreprise. Et en baissant le rendement, si tout va bien. Et en plus, ça décourage la robotisation, puisque on se dit le taux de rendement de l'investissement est faible. Si le taux de rendement, je ne vais plus investir en robotique. Et donc, comme ça, on a un cercle vicieux. Et donc, c'est très important. Là, quand on a trois choses, on a effectivement le capital, on a le travail et on a la productivité globale des facteurs. La productivité globale des facteurs, c'est le mélange entre les deux. C'est comment on fait l'adéquation fine entre le capital et le travail. C'est justement comment l'homme et le robot collaborent. se combinent. C'est la thématique du jour. Comment c'est l'équipe gagnante si tout va bien. Voilà. Et cette productivité globale des facteurs qu'on mesure, c'est un agrégat économique, macroéconomique très, très large, mais toute la finesse est dans la façon dont on ajuste ça au niveau micro. Et ça passe par des relations sociales les plus, au moins très souples, très à l'intérieur de l'usine, très, très flexibles, pour qu'on puisse valoriser le travail entre l'un et l'autre. Alors, cela dit, moi je me souviens quand on a discuté ensemble pour préparer ce débat, vous me disiez non, moi je vois un avenir radieux pour l'industrie qui fera 2% de l'emploi dans quelques années. 2% de l'emploi dans quelques années, c'est quand même pas des masses, pardonnez-moi. Et donc vous me dites non, mais il y a des emplois qui sont détruits ici, mais qui sont créés là. Je vois bien ceux qui sont détruits, je vois pas très bien ceux qui sont créés, surtout si c'est pour aboutir à 2%. Donc qu'est-ce que c'est que l'industrie française, ou d'ailleurs allemande, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que c'est une industrie peau de chagrin en termes d'emploi? Et où sont les emplois qu'on crée en face? Parce que malgré tout, vous allez rire, il faut qu'on occupe les gens. Il n'y a pas que les robots qu'il faut qu'on occupe. Alors, je piquais votre curiosité avec ce 2%. Je ne sais pas s'il sera 2, mais effectivement, personnellement, je vois une baisse tendancielle de l'emploi industriel. On peut clairement pas. Tendancielle est considérable, parce qu'aujourd'hui, on est à combien en France et en Allemagne respectivement? Ouais, Pardon, pour qu'on sache. 3 millions en France. Hein, non, mais en pourcentage de l'emploi. 10, 12. 10, 12. À peu près 10, 12. Et en Allemagne 15, 16, 15, on n'est pas 20, trop loin voilà, de la c'est ça. valeur Donc ajoutée. on passerait donc à 2 ou 3 dans les deux cas. Hein. Même plus. 25. Ah, c'est ça, il me semblait qu'on était au moins 20. 25, Donc ça veut dire qu'on va passer, mettons, en Allemagne de 25 à 2, 3, 4 et en France de 12, 14 à 2. Je ne sais pas si c'est 2. Non, mais attendez, l'idée est de dire ça, je vous en parle, c'est sérieux. La baisse tendancielle, elle est là, elle est inscrite dans le temps et on ne pourra pas aller à l'encontre de ça. Et c'est pareil que dans l'agriculture. L'agriculture faisait 99% de population active en 1700 et puis aujourd'hui, elle fait moins de 3%. Donc la vraie question, elle n'est pas tellement sur ce chiffre macroéconomique qui nous intéresse fort peu, puisque à long terme, comme on sera tous morts, à long terme, le chiffre sera bas ou sera haut, peu importe. La vraie question, c'est comment on crée de l'emploi, quel type d'emploi seront créés derrière. Surtout dans l'usine, parce que je vous rappelle que vos prolégomènes, c'était, faut pas s'inquiéter, il y aura toujours de l'emploi de l'usine, même si c'est pas un emploi industriel. Enfin, il faut que vous réconciliez tout ça quand même, pour moi. non, il y aura, je dis qu'à court terme, on peut maintenir de l'emploi industriel en France, et même à moyen terme, si on veut, il faut maintenir de l'emploi industriel en France par la sauvegarde des sites industriels. Donc ça, c'est une évidence, on va le faire. Et qui passe par la robotisation. C'est-à-dire qu'il faut être productif pour pouvoir maintenir le site. Exactement, on n'aura pas le choix. Ça, c'est la règle de base. Okay. Et vraiment, c'est l'alpha et l'oméga de notre compétitivité à court et moyen terme. À long terme, et quand je vous dis le 2%, c'est à 150 ans. Donc, peu importe, ce chiffre n'a aucune valeur en soi. Il y aura forcément une baisse tendancielle de l'emploi industriel. Mais voilà, après, c'est vraiment à très long terme. Ce n'est pas le sujet forcément de notre débat à l'heure aujourd'hui. Ok. Vous avez publié là, en octobre dernier un livre qui s'appelle « La France est prête ». C'est un petit cocorico optimiste dans une marée de livres pessimistes. Est-ce que sur ce sujet, c'est à la robotisation, l'automatisation dont vous venez de nous dire que c'est indispensable si on veut maintenir justement de l'industrie parce que il y a le facteur compétitivité, est-ce que la France est prête là-dessus? Est-ce que vous avez le sentiment que l'industrie française alors vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait le problème du code du travail, on ne peut pas y revenir, il y a des problèmes d'adaptabilité probablement du pays, mais est-ce qu'il y a une envie, est-ce qu'il y a une capacité, est-ce qu'il y a un génie français de l'organisation industrielle? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur la France est-elle prête là-dessus? La France est prête puisque enfin c'est revenu sur la place publique, sur le débat public. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'enquête fameuse qui a été faite sur l'âge moyen de l'outil de production a été arrêtée en 98. On l'a faisait régulièrement jusqu'en 98. Et là, on a posé un voile. Or, en France, où on est vraiment un des royaumes de la statistique, quand on cache quelque chose, c'est qu'on a vraiment honte de ce qu'il y a derrière. En général, on met la poussière sous le tapis. Donc, le simple fait qu'on recommence un peu à s'intéresser à ces questions, qu'on relance un plan parmi les 34 plans, même si 34 c'est beaucoup, mais qu'au moins parmi les 34, il y en ait un qui soit consacré aux usines du futur. Il y en a un qui est consacré à la robotique aussi. Donc, il y a une vraie question, il y a un vrai intérêt sur le sujet. Au niveau des forces du pays, c'est évident qu'on a plein d'atouts pour réussir là-dedans. Après, le vrai travail qu'il y a à faire, il y a un énorme travail de conviction qui est à faire auprès des chefs d'entreprise pour leur faire comprendre que l'investissement capital est une bonne chose et qu'il faut casser un peu la dynamique du sous-investissement qu'on
qu'on a longtemps. Comme vous savez, c'est légèrement lié au taux de marge aussi, hein, quand même. Donc il n'y a pas uniquement la psyché des chefs d'entreprise. Oui, c'est lié au taux de marge. C'est pas que lié à ça. Il faut arrêter aussi de toujours parler avec le taux de marge. Le taux de marge, certes, parce qu'il y a eu un taux de marge élevé en France à la fin des années 90 et il y avait déjà eu du sous-investissement à ce moment-là. Donc il n'y a pas que le taux de marge dans la vie. Il y a aussi une disposition d'esprit, une capacité à se projeter dans le futur. Alors les robots, c'est cher, mais c'est pas non plus des moyens, c'est pas hors de prix. Donc il y a des gens qui peuvent se payer. Il y a un dispositif qui aujourd'hui a été lancé par le gouvernement qu'on peut souligner. Il y a 2 dispositifs. Il y a Start PME qui a été lancé par le gouvernement, qui est pour équiper pour la primo-robotisation de PME. Donc ça, c'est un premier point très intéressant. Il y a un deuxième dispositif qui a été aussi l'amortissement accéléré des équipements robotiques. Donc il y a des petites touches comme ça, c'est petit, c'est léger. On n'est pas sur un plan massif d'équipement, mais vraiment l'état d'esprit a changé et a montré que la robotisation, c'est d'une part pas destiné aux très grands groupes. C'est pas seulement pour les fabricants de voitures ou de mobylettes. C'est fait pour tout le monde, même y compris pour les petites entreprises, que les coûts d'entrée ont baissé. Donc c'est un produit qui s'est démocratisé. Ça, c'est très important à dire aussi aux chefs d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il faut y aller. Sinon, on va laisser passer une grande occasion de se relancer. Merci beaucoup. On va se tourner maintenant vers Marcel Grignard. Marcel, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui président de Confrontation Europe. Alors Confrontation Europe, c'est un think tank qui a été fondé par Philippe Herzog, une personnalité très riche, qui venait du monde communiste, mais qui est très ouvert sur les questions européennes. Vous lui succédez depuis quelques mois seulement. Vous avez auparavant exercé de très nombreuses fonctions au sein de la CFDT. Vous avez fait une carrière syndicale principalement, même si vous le disiez tout à l'heure, de la métallurgie. Vous étiez électronicien, c'est ça, voilà. Dans votre dernier mandat à la CFDT, c'était celui de trésorier confédéral. C'est vous qui teniez les cordons de la bourse et vous ne l'avez rendu que l'été dernier. Donc c'est tout frais. J'allais dire, dans le cadre de vos anciennes fonctions à la CFDT, vous avez été notamment en charge des politiques industrielles, ce qui vous qualifie également particulièrement pour être notre invité aujourd'hui. Et vous avez coordonné en 2009 la rédaction d'un rapport intitulé, alors là on revient à la question du Code du travail indirectement, le syndicalisme à un tournant, oser le changement. Alors le changement, il en est question évidemment aujourd'hui, plutôt dans les usines que dans les syndicats à proprement parler. Et cela dit, on a vu que c'était lié, c'est-à-dire qu'il faut que les usines changent avec l'accord des opérateurs, avec l'engagement des employeurs, et l'un et l'autre peuvent faire défaut. De votre point de vue d'ancien syndicaliste, si vous voulez bien, mais peut-être aussi avec votre casquette de militant d'une Europe qui serait peut-être plus active et plus sociale. Comment vous voyez le sujet qu'on vient d'évoquer ? Est-ce que le changement dans l'industrie vers une plus grande automatisation, dont on nous a dit qu'il était fatal, vous semble porteur de risques, de menaces ? Est-ce qu'il faut avoir peur pour les emplois ? Je reviens à cette vieille question des Ludites ou de la machine à coudre de Adam Opel. Vous avez peur des machines en tant qu'ancien représentant des salariés, ou bien alors vous pensez qu'elles vont nous sauver ? Non, ce serait bizarre qu'un électronicien, qui a fait son métier dans l'industrie ait peur des machines tout d'un coup. Ce serait un peu bizarre. Moi, j'ai envie d'élargir un peu le débat. Allez-y. Premier point, c'est vrai, vous l'avez rappelé, notre histoire sociale, mais pas que française, mondiale, l'histoire du monde de l'industrie est marquée par des révoltes violentes quand il y a eu automatisation. C'est les métiers à tisser des canuts, c'est les Ludis, etc. Cette peur, elle est encore très très présente aujourd'hui, partout. Premier point. Dans l'esprit des opérateurs, et pas seulement en France. Non, c'est pas un problème français, c'est un problème, mais je vais y revenir. Deuxième point, je suis vraiment convaincu que l'automatisation, les progrès technologiques sont vitaux pour l'industrie en France, en Europe et dans le monde. Pour 1000 raisons. D'abord, pour des raisons de concurrence et de compétitivité, ça a été dit, j'y reviens pas, c'est une évidence. Mais aussi parce qu'il y a une capacité de progrès énorme derrière. C'est-à-dire qu'on fait des choses avec des robots qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une fiabilité de certaines opérations. Il y a une capacité de supprimer des emplois pénibles, difficiles, dangereux. Et c'est bien, par exemple, que dans l'agroalimentaire et dans l'abattage de la viande, on automatise. Ceci dit, parce que je me suis de très près intéressé à l'affaire, en Allemagne, c'est plus automatisé, mais il y a des véritables esclaves. C'est des vrais. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont payés très très peu, quelques euros de l'heure, 3 fois moins qu'un Français, pour des conditions de travail qui fait qu'au bout de 10 ans, vous n'êtes plus capable de travailler.
Ça, Donc il y a les deux en Allemagne. Il y a des robots et il y a des salariés et en France aussi. maltraités. Et en France aussi. Et en France aussi. Donc il faut regarder ça. Il faut tenter de supprimer ces emplois. Alors une fois qu'on a dit ça, je pense que la question de la destruction des emplois, faut pas la. J'ai envie de dire, la question n'est. Il ne faut pas poser la question comme ça. Je ne la pose pas comme ça. Moi. Je pense qu'il faut resituer cet enjeu-là, qui est inéluctable, dans un contexte plus large. Et je le fais en prenant 2 points. Le premier point, et là je prends ma casquette de confrontation Europe, partout en Europe, depuis 5 ans, on a une baisse très sérieuse de l'investissement, privé et public. Bon, on est à moins 20 par rapport à ce qu'on était juste avant la crise de 2008. Partout, tous les pays. Donc ce n'est pas directement lié au niveau de compétitivité d'une économie, puisque tous les pays européens y sont confrontés. Et donc l'Europe est en train de prendre un retard considérable sur les autres régions du monde. Et ce problème de fond extrêmement grave ne tient pas à l'absence de liquidité, hein. Il y a plein d'argent partout, mais il ne va pas à l'investissement. Et donc, on peut dire ce qu'on veut ici sur voilà les usines de demain, mais les usines de demain, elles sont dans un contexte. Donc, si on ne débloque pas ces questions-là, on ne réglera pas le problème. Deuxième question, lourde. Je crois effectivement que l'automatisation, qui est inéluctable et dont il ne faut pas avoir peur, pose autrement le problème de l'emploi. Et donc, là, je ne suis pas du tout sûr. Ce serait très présomptueux de dire c'est pas très grave qu'on perde des emplois par la robotisation, on en crée à côté. Alors je suis sûr qu'on en crée à côté. On ne sait pas du tout dire si ceux qu'on crée seront l'équivalent de ceux qu'on a perdus. Et c'est pas ça la question. Du point de vue de la qualité de l'emploi, du point de vue de la rémunération, de la productivité. Du point de vue du nombre et de la qualité des emplois. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça la question. La vraie question qui nous est posée, c'est devant ces vrais progrès. Parce que ce sont des vrais progrès, le temps qu'on dégage, la valeur qu'on a dégagée, on en fait quoi? C'est-à-dire comment on resitue ça dans une question globale de société dont l'usine, l'entreprise ne peut pas s'extraire. Parce qu'on est dans un contexte qui pèse énormément sur nous. Et que, par exemple, si on ne réussit pas à long terme à régler le problème de l'emploi et d'un sous-emploi qui est devenu structurel chez nous, puisque c'est une génération, on ne réglera pas ce problème de la robotisation et de l'évolution des usines dans un contexte apaisé. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a une crainte quand la robotisation arrive? On l'a dit tout à l'heure, parce qu'un emploi disparaît à un endroit et peut être créé ailleurs. Bon. Alors, si l'investissement ne se fait pas en Europe, il n'est pas créé en Europe. Si l'investissement se fait en Europe, c'est dans un autre endroit. Quand on est dans des sociétés de plein emploi ou de quasi-plein emploi, avec des systèmes extrêmement fluides de mobilité, ça se règle. Quand on est dans des mécanismes où on a un chômage très élevé et où une partie importante des jeunes diplômés ne trouvent pas facilement de l'emploi, quand quelqu'un voit son emploi risquer de foutre le camp, je ne vois pas comment il ne peut pas avoir la trouille. Et donc c'est ça qu'il faut régler. D'une part, vous le dites parce que l'investissement peut se faire ailleurs, et d'autre part parce que même s'il se fait chez nous, on ne voit pas où il se fait, et ce n'est pas forcément pour celui qui a perdu son emploi, faute de fluidité. Voilà. Donc la question fondamentale est de rapprocher l'évolution d'un secteur de l'économie dans une vision globale de l'économie. En prenant en compte 2 faits extrêmement importants aussi, c'est que ne nous arrêtons pas trop sur le décompte des emplois industriels. Parce qu'aujourd'hui, la frontière entre emploi industriel et emploi de service est extrêmement floue et bouge tous les jours. Et de plus en plus, les entreprises industrielles développent des activités de service extrêmement fortes. Donc pardon, je vous interromps brièvement, c'est assez amusant parce que pendant longtemps, on nous a dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de la baisse de l'emploi industriel. C'est parce qu'en réalité, il y avait dans les entreprises industrielles des tas de métiers de service qui sont maintenant outsourcés et qui viennent dans les services. Donc maintenant, c'est un peu la même problématique prise à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui se développent hors dehors de l'industrie, mais qui sont liés à l'industrie, c'est ça? Bien sûr. Mais demain, par exemple, si on va sur la France, par exemple, a des compétences énormes dans les questions de réseau.
Demain, les grandes agglomérations dans le monde entier vont se développer. Il y a un potentiel énorme de création d'activités sur la construction de réseaux. Ce sera fatalement des entreprises ou des conglomérats d'entreprises qui mêleront à la fois de l'industrie et du service. Voilà. Bon. Mais je finis pour dire que la question fondamentale qui nous est posée, me semble-t-il, derrière ça, c'est quelle part on met à l'investissement humain dans 2 domaines. Le premier, c'est cette mobilité vers des nouveaux emplois oblige à faire des efforts considérables de formation des gens et de capacité des gens à passer d'un emploi à un autre. C'est même dans l'intérêt, comme nous le rappelait Robin Rivaton, c'est dans l'intérêt de l'employeur aussi. C'est dans l'intérêt de tout le monde, de l'employeur, de l'individu, de la société. Donc on a besoin d'investissements considérables. Et confrontation dit par exemple que dans le plan Juncker, qui prévoit 300 milliards d'investissements, il faut, alors qui est très loin d'être suffisant, mais qui est quand même une bonne nouvelle, il faut absolument mettre une dose d'investissement social. Parce que les investissements industriels, matériels, immatériels qu'on fera, s'ils ne sont pas accompagnés d'investissements sociaux, pour une part, seront de l'eau dans le sable. Ce que vous appelez l'investissement social, précisément, c'est ça, c'est la formation, c'est l'adaptation. C'est 2 choses. C'est la formation et tout ce qui tourne autour de la mobilité, mais c'est aussi réfléchir à comment, au sein de l'entreprise, on associe davantage l'ensemble des parties prenantes, et notamment les salariés, au projet de l'entreprise. Parce que, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le président de FIV au début, la question fondamentale, c'est la relation entre les personnes et les nouveaux automatismes qu'on va développer. Et pour prendre un exemple qui est un peu extérieur à l'industrie, mais qui touche terriblement l'industrie, la numérisation de l'économie, vue du point de vue de la finance, a rendu l'industrie complètement dépendante d'un système financier hors de contrôle, parce que la nouvelle technologie permet de gérer à la nanoseconde la valeur de l'entreprise. Et qu'il y a un espèce de dilemme très clair qu'on voit. Un salarié dans un bureau technique d'une grande entreprise, cotée en bourse, qui voit entre le matin et le soir la valeur théorique de son entreprise monter ou descendre de 20%. C'est pas tous les jours quand même. Hein, c'est tous les jours ça. Non, si, c'est tous les jours. Descendre de 20%. Non, pas tous les jours ça. Voilà, ouais. Mais tous les. Enfin, là, c'est arrivé cette semaine sur une entreprise, on en a beaucoup parlé. Oui, parce que précisément, c'est pas tous les jours. Mais ça arrive. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la technologie modifie considérablement le rapport de l'individu au travail et à la vie au global. Est-ce qu'on peut revenir... Il faut absolument que dans l'entreprise, on intègre cette donnée-là pour réconcilier ou concilier le projet global de l'entreprise avec sa dimension de robotisation dont on parlait, avec une vision de la place des individus dans l'entreprise. Et ça oblige à une forme de dialogue de l'ensemble des parties prenantes vitales pour que, quelque part, l'ensemble des acteurs soient partie prenante d'un projet d'entreprise. Je pense que l'enjeu est là. Sans ça, on sera dans des situations où, d'un côté, on va avoir une automatisation qui va se projeter, continuer, et puis avoir des îlots de progrès et peut-être de bonheur, mais dans un océan de problèmes qui vont mettre en cause ces îlots-là. Alors, juste, je voudrais qu'on creuse une idée que vous avez évoquée, je crois, tout à l'heure, dont je sais en tout cas qu'elle vous tient à cœur, c'est la nécessité pour les entreprises industrielles qui vont accroître leur productivité, leur compétitivité grâce à l'automatisation de partager en quelque sorte le bénéfice avec le reste de la société. Comment vous faites pour... c'est une question d'ailleurs qui pourrait s'adresser à vous, messieurs. C'est-à-dire que oui, on va peut-être avoir moins d'emplois industriels, mais on a beaucoup de valeur ajoutée industrielle. Mais comment la société, au sens large, s'y retrouve comment est-ce qu'il faut taxer? Enfin, je sais que dans ce pays-là, on n'a pas vraiment envie de suggérer l'invention d'un nouvel impôt, mais on ne voit pas très bien comment on peut réconcilier le fait que cette entreprise va probablement mieux se débrouiller sur les marchés internationaux, gagner en productivité, en compétitivité, et le fait qu'il faut créer des emplois ailleurs qui ne sont pas forcément dans cette entreprise. Il y a de la valeur quelque part qui doit être transférée ou bien ça se fait tout seul. Enfin, comment vous voyez les choses? Et puis après, je vous redonnerai la parole. Juste un petit point. Si on pense que quand on automatise, si on remplace simplement le travail humain, c'est-à-dire qu'on réduit le coût dans la structure de coût du travail, on réduit le coût et on augmente le capital, en général, ça ne fait pas forcément une équation économique rentable.
C'est-à-dire qu'en fait, et notamment sur le cas de l'industrie 4.0, l'automatisation ou la modernisation va aussi avec la création de valeur. Parce que quelque part, en termes financiers, si vous voulez, vous savez bien que l'industrie, en général, requiert pour les investisseurs un sorte de retour sur capital engagé d'environ 15%. Oui. D'accord ? Bon. Donc, dès lors que vous augmentez le capital engagé en mettant plus d'investissement parce que vous allez moderniser votre outil, etc., il faut également générer plus de profit. Il faut que le numérateur et le dénominateur augmentent tous les deux pour garder le 15% que finalement souhaitent les investisseurs. Et donc, de ce fait, l'automatisation a un double but. C'est à la fois être plus efficace, mais aussi créer plus de valeur. Par exemple, on disait faire de plus de personnalisation, faire la meilleure relation avec le client. Donc ça, c'est de la valeur pour le client. Des nouveaux, pour le client et donc de pour la société au sens large. Pour la pérennité de la société. Donc, ça ne peut pas être, en fait, pour moi, l'automatisation pure ne peut pas être pour faire une économie de coût du travail. Hop, j'automatise et l'équation devient positive. En général, ça ne marche pas vraiment dans ces conditions-là. Ça se fait progressivement, ça se fait au bénéfice de tous, des investisseurs et des clients, parce que le service est meilleur, plus rapide, moins coûteux. Soit ça se fait parce que vous avez plus de volume et donc vous avez un accroissement de votre production et dans ces cas-là, vous automatisez pour justement servir vos clients. Donc, vous voyez. Donc, mais par contre, l'équation nette, et on le voit bien dans les cas d'automatisation, si on remplace stricto sensu du travail humain par de la machine en se disant que c'est rentable, en fait, c'est généralement pas rentable et c'est pour ça ce que disait aussi Robin, c'est que le business case, entre guillemets, n'est pas économiquement rentable. Il faut que ça crée d'autres éléments de valeur. Voyez, et c'est dans ce sens-là que ça crée après les emplois. Voilà. Le bilan de Robin Riviaton, puis je demanderai évidemment à Marcel Grignard après. Robin. Très rapidement, les gains de productivité peuvent être redistribués sous 3 formes, soit des salaires plus élevés, soit des prix plus bas pour le consommateur, soit des profits supérieurs pour l'entreprise. Si ça se traduit par le troisième cas, donc des profits supérieurs pour l'entreprise, des profits au-delà de la question de la rentabilité, des profits intrinsèquement supérieurs, au-delà d'une rentabilité supérieure, il faut quand même réfléchir à une façon de pouvoir le redistribuer quand même. Sinon, ça ne marchera pas. C'est ça, parce que si on pousse jusqu'au bout le raisonnement qu'on tenait tout à l'heure, on peut imaginer qu'on a une industrie extrêmement productive avec presque plus d'emplois et qui soit, modulo ce que vous venez de rappeler sur la nécessité de rémunérer le capital quand même, bien sûr, Max. Mais on peut imaginer qu'il soit au-delà de qu'il soit quasiment autonome dans sa capacité à générer des profits avec à côté une société où il n'y a que des emplois de service à gain de productivité faible, parce que dans les services, les gains de productivité, on ne voit pas ça tous les jours, enfin pas autant que dans l'industrie. Et qui donc s'appauvrissent en quelque sorte. Après, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais on n'aura pas le choix d'une fiscalité et d'une redistribution, sinon le système ne marche pas et il y aura une résistance sociale qui s'organisera. Voilà, donc il faut des robots pour gagner plus, ou en tout cas ne pas gagner moins, mais il ne faut pas gagner trop grâce aux robots, sinon on gagne en plus un impôt. Voilà, c'est ça. Bon. Un bon impôt. Il existe on est dans le monde des idées pures. Il existe des bons impôts. Il existe de bons impôts. Bon, d'accord, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un oxymore. Il y a de bons impôts. Marcel Grignard, votre manière de voir les choses, comment l'industrie, une fois qu'elle a été remise en état de compétitivité et de productivité renforcée par une forme d'automatisation et de robotisation, parce que Robin nous rappelait que ce n'est pas tout à fait la même chose, comment est-ce que cette préservation de sa capacité, voire une opulence éventuelle de l'industrie grâce à ça, comment on la transmet au reste de la société? Quelle est votre vision là-dessus? Alors, avant, il y a déjà une question majeure qui est comment dispose-t-on en France et en Europe d'un cadre qui permet de faire ces investissements dont on parle, ce qui signifie sans doute une modification assez forte d'un certain nombre de règles. C'est-à-dire que, je dis autrement, si on veut absolument que nos entreprises se développent, ça veut dire qu'il faut leur donner un cadre où la mesure de l'investissement se fait autrement que par la seule vision de la rentabilité financière. C'est-à-dire que ce qu'on se dit là, ça dit bien qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux, voire des enjeux sociétaux, qu'il faut absolument intégrer dans le calcul de l'investissement qu'on fait pour rendre des investissements qui, a priori, ne sont pas rentables financièrement immédiatement, mais qui sont indispensables si on veut assurer aux générations de demain un avenir. Oui, mais ça, c'est impossible de demander à un chef d'entreprise qui, forcément, en état de concurrence, est motivé par l'égoïsme et la nécessité de survivre, de prendre en compte tout ça. Ou bien alors, il faut réinternaliser les j'ai pas dit ça, externalités. mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ah, pas suffisamment, j'ai pas dit ça. j'en suis sûr. J'ai pas dit que c'est l'entreprise qui va décider de ce que deviennent les normes justement, comptables. J'ai dit tout à l'heure, et je réaffirme que l'entreprise a besoin d'un cadre et que les entreprises ont un rôle à jouer vis-à-vis des responsables politiques pour que ce cadre évolue. On en a absolument besoin. Absolument besoin. C'est-à-dire qu'il y a des barrières. Quand j'entends des entreprises dire qu'il y a des règles dans le Code du travail qui sont obsolètes et qui ne sont pas efficaces par rapport à ce que doit être l'entreprise, ils ont raison.
Et je dis, la manière dont on comptabilise aujourd'hui le rendement d'un investissement est contre-productif par rapport aux enjeux d'avenir de l'économie et de l'industrie dont on parle ce matin, et qu'il faut les faire bouger. D'accord. Et troisième point, sur les questions d'emploi, nos sociétés, parce que ça dépasse très largement l'entreprise et ça dépasse très largement la France, nos sociétés, si on veut demain que l'avenir soit vivable, ont absolument besoin de se poser la question de comment je construis une société un peu plus juste, un peu plus harmonieuse, où les profits réalisés dans un endroit permettent au total de subventionner ou d'assurer la viabilité économique d'emplois dont on a besoin, mais qui, vus tout seuls dans leur coin, n'arriveraient pas à régler le problème. Parce que enfin, si vous êtes devant des jeunes aujourd'hui, qui se posent la question de leur avenir, et que vous leur dites, écoutez, on va mettre des robots dans les usines, mais vous tracassez pas. Les meilleurs d'entre vous auront du boulot, mais probablement pour 10 ou 15% d'entre vous, ce sera vachement dur et vous n'en aurez peut-être pas souvent. Vous les motivez vachement. Hein. Non, évidemment, on voit bien qu'il y a une problématique qui dépasse légèrement l'enjeu économique, vous avez raison de nous le rappeler. Alors, on va finir ce tour de table et j'imagine que beaucoup doivent se dire ici que je maltraite de manière un peu visible la seule femme à la tribune. Sylvie Grandjean, merci d'être avec nous. L'idée, c'est justement pas de vous maltraiter, mais de vous garder pour la fin en tant que témoin, parce que avec vous, on est dans le dur, on n'est pas, nous autres, là, on fait, enfin surtout mes invités, pardon, moi je ne fais que servir les plats, on fait de la théorie, hein, un peu. Vous êtes une industrielle, donc je le redis, vous êtes CFO et directeur du développement international de Redex. Alors je vais vous laisser dire quelques mots sur Redex, peut-être, mais enfin en gros c'est 40 millions de chiffre d'affaires, 250 personnes, surtout 90% d'exportation, hein, c'est ça, 85-90%. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 2 usines, donc en France. Et une en Allemagne. Et une en Allemagne. Et que, avec ça, vous exportez. Moi, je veux dire, je suis allé visiter votre usine. Quand on voit les caisses qui partent pour l'expédition vers l'Allemagne, la Corée du Sud ou la Chine, on est impressionné. On se dit, bah, tiens, c'est à peu près le contraire des graphiques du commerce extérieur que je vois d'habitude. Donc, heureusement qu'on vous a. La raison pour laquelle on vous a plus spécifiquement aujourd'hui, mais d'abord un mot sur Redex, c'est que vous vous êtes équipé, vous aussi, en robots. Donc, j'allais dire, une petite ETI, une très grosse PME, pardonnez-moi, peut aussi le faire. C'est un peu de ça qu'on va parler avec vous, et puis je voudrais avoir votre réaction sur tout ce qui s'est dit. Un mot peut-être sur Redex et sur la manière dont vous êtes rentré. Ce que je voudrais tout d'abord, c'est essayer de casser le côté anxiogène de cette table ronde, où on n'a parlé que de peur, que d'angoisse, que de perspectives très négatives et pour la société française et pour l'emploi en règle générale. Et simplement vous apporter ma modeste contribution par l'exemple que nous réalisons dans nos ateliers. Alors, on est très loin de la littérature, on est très loin de la science-fiction, il n'y a pas de Baxter, il n'y a pas de Noah, il y a encore moins de R2D2 dans nos entreprises. Nous avons commencé un programme d'investissement il y a une petite dizaine d'années pour de la robotisation et de l'automatisation qui se chiffre à quelques modestes millions par an. Et ce programme d'investissement repose sur deux choix stratégiques. Le premier, et on en a déjà parlé, notre but premier était de décharger nos compagnons et nos salariés de tâches qui sont soit ingrates, soit dangereuses, soit répétitives. Donc sans aucun intérêt. Alors si vous voulez que je sois cynique, je peux vous dire que comme ça, notre appareil de production travaille 24 heures sur 24, nous n'avons plus ou peu d'accidents du travail et peu d'arrêts maladie. Mais l'idée première, c'est avant tout d'avoir un rôle un peu sociétal, de décharger de choses qui n'ont aucun intérêt ou qui n'apportent aucune valeur ajoutée à l'entreprise, de tâches qui sont réalisées par les hommes. Et qui était ingrate ou pénible ou dangereuse. Le scandale n'est pas d'avoir un robot dans l'entreprise. Le scandale, il est d'avoir... est-ce que vous avez déjà vu un peintre sortir de son scaphandre au bout de quelques heures de travail? Est-ce que vous avez vu déjà son état physique, ce qu'il a respiré? Donc le scandale, il est là. C'est quand on a imposé aux hommes des tâches dans lesquelles ils n'apportent rien et dont ils souffrent. Donc ça, c'est le premier but de notre... Ce que vous dites en passant, c'est que l'intérêt économique et l'intérêt social, pour le coup, sur ce sujet, peuvent converger. Hein, voilà.
Totalement. Et la deuxième raison qui nous a poussé à rentrer dans ce programme d'investissement, quand même relativement lourd, c'est parce que l'homme ne peut pas appréhender à l'heure actuelle tout un tas de techniques ou tout un tas de qualités. Nos produits sont réalisés au micron. Le micron, c'est 1/10 d'un cheveu. Un homme ne sait pas appréhender cette dimension. Quand vous dites, le micron, bon, on est habitué à voir des choses réalisées au micron, mais vous, ce qui est intéressant, c'est que c'est des grosses machines, des gros trucs faits au micron. Pardon de le dire pour que les gens comprennent bien l'enjeu. Hein. C'est peut-être un mot sur ce que vous faites. Donc, vous êtes parti sur des réducteurs, hein, Redex. Alors oui, nous sommes sur plusieurs activités différentes, la sidérurgie, la métallurgie et la machine-outil. Et nous fabriquons soit des lignes qui vont rentrer dans les sites de sidérurgie ou de métallurgie, ou bien alors des produits qui vont principalement, donc des réducteurs, des boîtes de vitesse, qui vont sur des machines-outils ou toutes... Mais y compris d'ailleurs, pour dire la qualité et l'intérêt d'évoquer le micron, certaines de vos productions, en particulier les réducteurs ou les, comment vous appelez ça, les changements de vitesse, je ne sais pas quoi, sont intégrés à des machines-outils allemandes, hein, qui font la fierté de l'industrie allemande et japonaise. Donc on est dans de la super qualité française, des grosses machines faites au micron près. Et ça, ce que vous nous dites, c'est que on peut demander ça à un opérateur, mais dans certaines limites, à certains niveaux, le robot le fait mieux. Voilà, exactement. Le robot le fait mieux, et dans la fabrication et dans le contrôle. Alors, on revient quand même au sujet, tout ça est merveilleux, mais quand même, revenons au sujet qui nous réunit pour cette première table ronde. Le robot est-il le concurrent de l'emploi? C'est très bien d'enlever le peintre avec son scaphandre, parce qu'on est tous tristes pour lui, mais en même temps, il avait un job. Donc, si vous l'enlevez, il n'a plus de job. Est-ce qu'on peut maintenant parler avec un peu de recul, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez commencé à robotiser chez Redex, est-ce qu'on peut parler avec un peu de recul de l'évolution de l'emploi chez vous? Parce qu'on avait la courbe là en macro, mais en micro, là, un gros plan sur Redex qui va nous permettre de savoir comment ça se passe concrètement. Alors en micro, si nous n'innovons pas, si nous ne rentrons pas dans ce lourd programme d'investissement, la société se meurt. Donc, parce que vous avez de la concurrence. Parce que nous avons de la concurrence. Si vous voulez que nous gardions notre position de leader mondial sur nos secteurs d'activité, pour nous, c'est une raison même de vivre. Si vous voulez que la société reste pérenne, il faut investir, il faut trouver une façon d'ajouter encore plus de valeur ajoutée à notre entreprise. Et donc, ça passe par de la robotisation et de l'automatisation. Tout ça est charmant, on ne saurait ne pas y souscrire, mais combien vous aviez d'emplois il y a 10 ans, combien vous en avez aujourd'hui? Est-ce qu'autrement dit, vous avez préservé l'emploi, développé l'emploi, ou est-ce qu'avec les robots, l'emploi fatalement décroît, comme nous l'annonçaient ces messieurs? Non, l'emploi est le même, puisque nous avons grossi, puisque notre chiffre d'affaires grossit, parce que nous gardons notre position de leader et nous avons de plus en plus de parts de marché. Donc maintien de l'emploi grâce à une productivité préservée, grâce à l'automatisation, à la robotisation. On peut dire ça? Exactement, tout à fait. Okay. Un commentaire peut-être, messieurs, sur ce témoignage ou pas? Enfin, vous avez l'air d'être enthousiaste parce que dans le fond, ça valide un peu ce que vous disiez. Si ce n'est que ça ne détruit pas d'emploi, ça ne vous fâche pas trop, ça va? Non, ça ne détruit pas d'emploi, ça permet de créer de la valeur. C'est-à-dire que vous avez développé votre chiffre d'affaires, votre activité, donc il y a eu plus de volume, d'accord? Et donc l'ensemble fait que ça permet de... Donc si vous aviez la même part de marché, le même volume que vous aviez il y a 10 ans et que vous aviez automatisé, probablement que vous auriez eu peut-être moins d'emplois, mais aussi une moins grande rentabilité. Donc vous voyez, ça Robin, ça vous paraît? Exemple de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la validation par le terrain d'effectivement que la robotisation ne détruit pas d'emplois en France dans le contexte actuel. Alors, je voudrais juste dans le contexte actuel, pardon Sylvie, mais dans le contexte actuel m'inquiète un peu. Non, ça a l'air de dire qu'éventuellement, peut-être dans un autre contexte... La robotisation aujourd'hui en Chine détruit des emplois, très clairement. La robotisation qui a lieu en Chine, c'est du remplacer de la substitution homme-machine qui est assez importante. Et pour parce qu'il y avait des bataillons de salariés dans l'industrie, c'est exactement. Aujourd'hui, dans l'industrie française qui a déjà été largement épuisé ses bataillons de main-d'œuvre, aujourd'hui, ça ne détruit pas d'emplois. Sylvie, pardon, je vous ai interrompu. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça peut générer un certain stress pour les collaborateurs d'une entreprise. Mais il faut se souvenir que lorsque la CAO est rentrée dans nos bureaux d'études, il y a eu ce même genre d'angoisse. Effectivement, nous n'avons plus à l'heure actuelle de planches à dessin avec des dessinateurs avec leur rotring et qui font des petits plans. Donc le nombre de personnes qui sont dans un bureau d'études, le nombre a diminué. Pour autant, la compétence du bureau d'études s'est améliorée. Oui, donc mais c'est à peu on près est content le même... que la compétence s'améliore, mais du point de vue, j'allais dire, macroéconomique et social, fait qu'il y ait moins de personnes, c'est une petite contrariété. Alors, non, parce que nous avons grossi, et comme nous grossissons, nous embauchons de plus en plus d'ingénieurs. Voilà, donc ça marche. Ça boucle, très bien.
Marcel Grignard, un commentaire sur le témoignage de Sylvie Grandjean sur le. Moi, ça confirme ma conviction qu'il faut absolument que les entreprises soient innovantes et qu'elles s'automatisent si elles veulent résister, c'est clair. Et je suis convaincu effectivement que dans une entreprise donnée, si on ne fait pas ça, l'emploi se meurt. Et donc c'est au minimum un maintien de l'emploi, avoir une capacité de le développer dans l'entreprise en tant que telle. Par contre, encore une fois, il faut ramener cette vision d'une entreprise particulière dans une dimension macro. Soit les marchés augmentent globalement et les productivités permettent de créer de l'emploi, soit on est dans des marchés stables et les gains de productivité qu'on fait détruisent de l'emploi. Et là, on est dans l'attrition. Et on est bien plutôt aujourd'hui dans le deuxième scénario, vous êtes quoi qu'on dise. Mais ce deuxième scénario, il est plus européen et français que fatal et mondial. Mais ça c'est une autre question, parce que je pense que la Chine a bien d'autres problèmes, et je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais ce serait un débat philosophique extrêmement important, mais comment est-ce que le monde de demain va réussir à trouver les nouveaux équilibres entre les enjeux de maîtrise du climat, de cohésion sociale, redoutable en Chine, et d'équilibre géopolitique. Bon. Voilà, c'est effectivement un débat qu'on va peut-être pas commencer maintenant, vu qu'on arrive à la fin de cette première table ronde.